Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Aucune impunité pour les soldats accusés d'abus sexuels en Centrafrique. Ce sont les mots de Ban Ki-moon et François Hollande en réaction à de nouveaux cas révélés cette semaine. Quelles sont les mesures envisagées pour lutter contre ces abus à répétition? Réponse dans un instant. Jacob Zuma s'exprime mais ne s'excuse pas. Il s'est adressé aux Sud-Africains après avoir été reconnu coupable d'avoir violé la Constitution dans l'affaire Nkandla. Il paiera, mais c'est tout. C'était en substance l'objet de son discours. Et puis qu'en football, les politiques ne font qu'un. Nous découvrirons en fin de journal la bande dessinée Un maillot pour l'Algérie qui sort aujourd'hui. L'histoire de la formation de la première sélection algérienne sous fond de lutte pour l'indépendance. Les deux scénaristes Chris et Bertrand Gallic sont nos invités. Mais l'actualité tout d'abord, c'est en Centrafrique l'ONU qui cherche des mesures concrètes pour mettre fin à ce cercle de l'horreur. Des nouvelles accusations de viol sur mineurs ont ressurgi cette semaine. À nouveau, des soldats français, mais pas seulement, sont mis en cause. Des militaires qui auraient forcé en 2014 des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec des animaux en échange d'une petite somme d'argent. Hervé Latsou, le chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU, a réagi depuis Bangui. Les précisions sur place de notre correspondant Anthony Fouchard. L'ONU a affiché sa plus grande fermeté vis-à-vis des nouvelles allégations d'abus sexuels qui pèsent à l'encontre de la mission déployée ici en Centrafrique. On parle de plus d'une centaine de nouveaux cas, plus de 40 jeunes filles qui disent être enceintes à la suite d'abus sexuels présumés. Alors pour mieux répondre à ces problèmes qui deviennent récurrents, les Nations Unies réfléchissent à de nouvelles solutions et parmi elles, la création d'une banque de données qui contiendrait l'ADN des casques bleus. Ce serait tout simplement, lorsqu'un casque bleu arrive en mission, de recueillir un échantillon ADN qui serait ensuite stocké de manière à ce que si une accusation est formulée, si un cas se précise, eh bien, on puisse faire sortir cet échantillon, faire les comparaisons nécessaires. Ça répondrait en particulier aux demandes de reconnaissance de paternité, parce qu'il y en a aussi des cas comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU ne peut pas directement enquêter sur ces casques bleus. C'est le pays auquel appartient le militaire qui peut et qui doit normalement mener l'enquête. Alors parmi les autres mesures évoquées, il y a la création d'une cour martiale ici en Centrafrique qui s'imposerait aux soldats déployés sous mandat onusien. Mais pour que ces deux mesures, la cour martiale et les tests ADN, soient entérinés, il faut qu'ils aient l'approbation des pays contributeurs de troupes. Ces mêmes pays contributeurs de troupes qui rechignent généralement à mener les enquêtes qui visent leurs soldats. Une banque de données ADN, une cour martiale. Ces mesures annoncées aujourd'hui sont attendues depuis longtemps par les ONG. Shirley Sidbon. Les responsables de l'ONU écœurés par les dernières accusations d'abus sexuels en Centrafrique. Parfois, il n'y a plus de mots. C'est profondément choquant. Depuis que les premières accusations ont fait surface il y a 2 ans, de nouveaux cas sont révélés, toujours plus nombreux. Cette fois, 108 victimes présumées, notamment une centaine de filles mineures, ont porté plainte. L'ONU avait déjà pris des mesures avant ces dernières révélations. L'organisation a remplacé le chef de sa mission en République centrafricaine. Elle a renvoyé plus de 100 soldats suspectés de viol dans leur pays. Maintenant, l'ONU étend son enquête et bloque les sorties de ses bases. Nos soldats restent à l'intérieur de leur camp, sauf quand ils partent en mission. Nous avons renforcé les protections autour des bases. Mais pour les ONG et les États-Unis qui financent en grande partie les missions de maintien de la paix, les mesures prises par l'ONU à ce jour ne sont pas suffisantes. Le système doit être sérieusement amélioré parce que presque aucun des soldats accusés de viol et d'abus sexuels n'a été poursuivi en justice. Certains pays comme la France enquêtent sur les accusations de viol. Pour François Hollande, si les allégations se confirment, l'honneur du pays serait engagé. Aucune surprise dans le discours de Jacob Zuma à la nation sud-africaine. Le président confirme qu'il respectera le jugement de la Cour constitutionnelle et qu'il remboursera les sommes réclamées. Jacob Zuma reconnu coupable d'avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour rénover sa résidence privée. Écoutez. Tout ça s'est passé en toute bonne foi. Il n'y avait aucune intention, de mon côté, de ne pas respecter la Constitution.
Je m'excuse en mon nom et au nom du gouvernement pour la frustration que cela a causée. Utilisons le jugement de la Cour pour construire et renforcer notre démocratie. Au Gabon, le PDG, le parti au pouvoir, s'enfonce davantage dans la crise. 9 députés ont présenté leur démission ce vendredi, ce qui fait suite à la démission du président de l'Assemblée nationale, Guinzouba Dama, qui avait affirmé que le pouvoir ne respectait plus les institutions. Écoutez Vincent Elamenier, porte-parole des députés démissionnaires. Malgré la sonnette d'alarme que nous avons tirée, nous constatons que les mêmes abus persistent, les mêmes agissements continuent, les mêmes violations aux procédures existantes et autres ne font que s'accumuler. Et donc pour nous, pour le bien du pays et en tant qu'élus, il nous est impossible de pouvoir cautionner une jurisprudence, n'est-ce pas, qui consiste, n'est-ce pas, à bâillonner la démocratie. L'heure est grave. Parce que nous n'avons jamais atteint le niveau que nous avons atteint maintenant. Dans le reste de l'actualité sur le continent, ce nouveau cas d'Ebola identifié au Libéria. C'est une femme de 30 ans qui est décédée à Monrovia après avoir contracté le virus. Le Libéria qui avait officiellement proclamé la fin de l'épidémie dans le pays il y a 2 mois. L'OMS a rappelé qu'il fallait s'attendre à ce type de résurgence. L'humoriste burundais Kingigi a été libéré ce vendredi après 3 jours de détention. Il avait été arrêté pour outrage à chef d'État. Selon ses proches, c'est un sketch sur le président Pierre Nkurunziza qui n'aurait pas plu. Un sketch où le président burundais refuse de quitter le terrain après avoir reçu un 2e carton jaune. Parallèle étant fait avec la polémique autour du 3e mandat de Pierre Nkurunziza qui a plongé le Burundi dans une grave crise. Et puis la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, ne briguera pas de 2e mandat. Elle quittera donc son poste en juillet après 4 ans à la tête de l'organisation panafricaine. C'est à Kigali que sera élu son successeur. Les noms des candidats retenus seront dévoilés à la mi-avril. Et pour terminer ce journal, nous recevons Chris et Bertrand Gallic, scénaristes de la bande dessinée Un maillot pour l'Algérie, sorti aujourd'hui aux éditions Dupuis. Une BD historique qui revient sur la formation de la première sélection algérienne de football en 1958. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors l'histoire, c'est celle de 12 footballeurs qui quittent la France à la veille de la Coupe du Monde pour former l'équipe d'un pays qui n'existe pas encore. Nous sommes à la veille de l'indépendance. Et l'histoire de votre bande dessinée commence avec celle du petit Rachid qui joue avec ses copains au football à Sétif. En parallèle, il y a des manifestations d'indépendantistes en Algérie. Et ce Rachid n'est autre que Rachid Mekloufi, international, qui a joué à Saint-Étienne. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par l'histoire d'abord de ce grand joueur français et après de la sélection algérienne? On a commencé par Rachid Mekloufi d'abord parce qu'il est le personnage le plus emblématique de toute cette aventure, le plus connu aussi, qui a aussi une carrière qui a continué après l'épisode de l'équipe du FLN, et aussi parce qu'il était de Sétif comme 4 des joueurs, et qu'à travers ces 4 joueurs de Sétif, ça permettait de relier la guerre d'indépendance, les événements de Sétif et toute l'aventure de cette équipe du FLN. Comment est-ce que vous avez construit ce récit? Par des témoignages? Je sais que vous avez rencontré justement Rachid Mekloufi, parce que déjà dès les premières pages, en fait, les dialogues sont assez durs. On sent le racisme des Français envers les Algériens, ce sentiment d'indépendance qui monte. Comment est-ce que vous avez construit le récit? Il y a eu beaucoup de recherches documentaires faites à travers des livres sur le net. On a récupéré des images d'archives aussi. Voilà, ça a été la base documentaire, comme je disais. Et puis la rencontre de Rachid qui a été réellement déterminante. C'est toujours précieux d'avoir un témoin des faits qu'on raconte. Alors c'est une véritable opération secrète qui se forme, cette formation de l'équipe algérienne depuis Tunis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en 2 mots de cette formation de l'équipe qui arrive en Tunisie et avec les différents matchs qu'ils vont essayer de faire aux couleurs justement du maillot algérien? C'est une opération qui est montée par la Fédération de France du FLN, qui a l'idée de faire sortir de France une douzaine de joueurs professionnels qui jouent dans les plus grands clubs français, mais qui sont d'origine algérienne, les faire rejoindre un camp de base du FLN à Tunis et qu'ils deviennent effectivement l'ambassadrice de la cause algérienne. Alors ils vont fuir, c'est un polar, c'est vrai, ils fuient par petits groupes, certains par la Suisse, d'autres par l'Italie, tous le même jour, le 13 avril 1958, mais évidemment
évidemment, comme toute opération longuement préparée, ça ne se passe pas comme prévu. Rachid Mekloufi, notamment, s'est blessé pendant le match précédent. Il est sans connaissance à l'hôpital. Il a fallu aller l'enlever à l'hôpital le lendemain à 7h du matin, etc. Et tout ça. 2 des joueurs ont été arrêtés, hein, l'un à la frontière italienne, l'autre à la frontière suisse, ce qui fait qu'ils sont arrivés qu'à 10. Il a fallu trouver un 11e sur place. Voilà, ça c'est le début de leur grande aventure qui va durer 4 ans après. Que vous a dit Rachid Mekloufi de cette histoire? Parce que on parle de révolutionnaire en short, un nouveau genre de combattant au FLN, c'est ce qu'on lit aussi dans la bande dessinée. C'est comme ça aussi qu'il le vivait? Oui, c'est l'aventure de sa vie, je crois qu'on peut le dire. Et il porte encore aujourd'hui donc toutes ces valeurs qu'il a véhiculées pendant 4 ans avec ses coéquipiers. Et l'homme Mekloufi est né là. Enfin, il le dit lui-même, c'était un jeune homme, hein, vraiment, à 22 ans, pas encore avec une grande conscience politique, mais vraiment, tout ce qu'il est devenu après est né avec cette première équipe d'Algérie. Merci en tout cas de nous avoir présenté votre bande dessinée, un maillot pour l'Algérie, Bertrand Gallic et Chris avec au dessin Ravi Rey. Merci d'avoir été sur le journal de l'Afrique. On va se quitter en soleil et en musique avec cette perle du chanteur capverdien LG Beatskiller. Le morceau c'est Nya Bubista. Crista para você saber, Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde.